Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. C'est notre émission de Libre Antenne. La ligne est à vous, 39 21. Les 2 heures qui suivent sont à vous. Et on va parler. Alors de quoi parle-t-on ? De vous bien sûr. De vos vies, de vos amours, vos vacances, vos bobos à l'âme. Tout ce qui vous trouble, vous affecte en général comme en particulier. Voilà, l'idée c'est de se raconter, de confronter des expériences, d'échanger et de partager. Alors ça y est, je crois que le soleil brille maintenant un peu partout, mais qu'en est-il de vous ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais ce soir que vous m'appeliez pour me raconter tout ce qui vous arrive, tout ce que vous aimeriez vous voir arriver. Alors, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui nous intéresse, car nous sommes plusieurs pour vous ce soir. Merci à Jeanne, à Paul et Geoffroy qui vont vous accueillir tout au long de la soirée au Standard. Et puis merci à Fifi qui réalise majestueusement et magistralement cette émission. 3921, notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 39 21 et en commençant bien sûr par le mot nuit. Et puis vous pouvez nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Et, ces précisions étant faites, toutes les interventions sont les bienvenues. Europe 1, Caroline Veil. Bien, nous allons commencer tout de suite cette émission avec Lydia. Bonsoir Lydia. Bonsoir Caroline. Ça me fait plaisir de vous entendre. Mais moi aussi. Alors je crois que vous avez appelé hier, on a un peu manqué de temps et puis oui. Voilà. Donc vous voilà ce soir. Merci beaucoup. Alors je vous appelle pour avoir en fait un peu de soleil. Oui. Voilà, donc voilà, j'ai un petit souci depuis, comme j'ai expliqué, donc depuis 2008, oui. J'ai une petite fille qui est tombée gravement malade, oui. qui avait l'âge de 11 ans à l'époque, et donc elle avait une tumeur à la jambe. Elle a été bien soignée, guérie. J'étais contente. Ça a été très dur, très long. Oui. Ça a été c'était des soins très intensifs pendant 18 mois. 18 mois. 18 mois avec de la chimiothérapie et malheureusement la radiothérapie, tout ce qui suit derrière. Oui. C'était épuisant. Bien sûr. Et derrière, j'étais bien sûr très contente d'avoir été sortie de tout ça. Et en 2011, rebolote, une rechute. Aïe. Voilà. Et voilà, donc maintenant tout va bien. Ma fille, elle a 16 ans. Le souci, c'est que moi, je suis complètement épuisée. Donc, j'appelle ce soir, en fait, pour avoir un peu... s'il y a des auditrices qui ont vécu la même chose que moi, si, en fait, elles arrivent à s'en sortir. Bien sûr. Ma fille va très bien maintenant. Elle va bien. Elle va bien. Mais comment s'appelle-t-elle ? Ma fille, elle s'appelle Célia. Célia, d'accord. Célia, oui. Et j'ai eu encore un deuil, en fait, j'avais une nièce aussi qui a eu une tumeur, enfin qui a eu un cancer du sein en 2005, elle a été soignée, rechutée, et elle vient de décéder il y a 15 jours. Donc c'est beaucoup tout ça pour moi. Bien sûr. J'ai du mal à m'en sortir, à reprendre une activité professionnelle, une activité physique. Enfin, j'arrive pas du tout à me reconcentrer à nouveau sur moi. Bien sûr. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Enfin, j'ai perdu un peu de soleil dans mon cœur, on peut dire. Oui, mais c'est épuisant. C'est très fatigant et puis surtout, ce sont de vrais traumatismes. Alors, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que Célia va bien. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Elle a repris ses cours, ses études, elle a repris l'école, ses copines. Le souci, c'est que moi, maintenant, dès qu'elle a un petit rhume, dès qu'elle a un petit truc, je me dis, ça y est, la maladie est revenue. Oui. Alors, j'ai quand même été consultée. C'est vrai qu'au bout de 4 ou 5 séances, j'ai pas trouvé ce que vraiment je venais de chercher. Enfin, j'ai pas vraiment... Peut-être qu'il fallait pratiquer plusieurs séances, mais bon, j'ai été 5 ou 6 fois, mais c'était pas ça, donc j'ai arrêté. Quand est-ce que vous avez été consultée, Lydia ? La première fois, c'était à l'hôpital, c'était le choc, donc on avait tout de suite une psychologue. Oui. C'était vraiment un choc. Terrible pour toute la famille, on ne comprenait pas, parce que bon, c'est une fille qui était en bonne santé, qui faisait beaucoup de sport. On s'est dit c'est injuste, parce que bon, elle avait une bonne hygiène de vie, donc c'était pas normal.
Mais bon, ça arrive pas qu'aux autres, donc voilà. On fait partie, en fait, voilà. Et le choc de la première fois était vraiment très important, mais le deuxième choc a été terrible pour moi. Oui, vous ne vous y attendiez pas du tout. Beaucoup plus pour moi. Oh. Et alors, la première fois, je me suis culpabilisée parce que en voyant sa jambe gonflée, rouge, on a traîné ça pendant un bon moment parce que je me disais que c'était son muscle, c'était bien sûr. sport, c'était... Voilà, la première fois, j'étais dans la culpabilité, la deuxième fois, j'étais dans le choc. Oui, c'est-à-dire que la rechute, vous ne l'aviez pas prévue, vous pensiez que c'était terminé. Mais je comprends votre état d'anxiété. Vous savez, c'est un véritable traumatisme, pas seulement pour la petite, mais pour toute la famille. Alors, de ce que je comprends, vous avez été très bien entourée la première fois. Il y avait une psychologue, elle a dû vous expliquer certainement que c'était un processus long. Oui. C'est une grande traversée. Ouais, c'est une grande traversée. Il faut s'armer de patience et de courage. Et puis, c'est vrai que les traitements sont lourds. Votre petite avait 11 ans, donc c'est douloureux pour elle bien sûr, mais c'est très douloureux aussi pour la maman, pour les parents, de voir son enfant, il faut bien le dire, souffrir, hein, parce que les traitements sont douloureux. Très douloureux. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est occupé ? Pour une maman, c'est de voir son enfant souffrir comme ça, je crois que... Ouais, on ne le souhaite à personne. Non. Oui, on ne le souhaite à personne, je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous aviez une famille qui s'est rassemblée autour de vous à ce moment-là ? Est-ce que vous avez été soutenue ? Oui. J'étais bien soutenue par mon mari, mais ma grande fille, mon grand garçon, un petit peu les grands-parents, oui. Bon, il y avait des gens qui étaient proches de vous. Oui, et dites-moi, alors vous me dites que Célia a des frères et sœurs ? Oui. Oui, c'est un frère, une sœur ? Une grande sœur et un grand frère. Bon, ils vous ont secondé, ils se sont occupés d'elle ? Oui. Tout le monde est à la maison encore aujourd'hui ? Tout le monde. Ah c'est formidable ça. Oui. Vous en avez de la chance. Dites-moi, quels sont les projets d'avenir de Célia ? Réellement, elle voulait être médecin parce qu'elle me disait j'aimerais vraiment trouver quelque chose qui peut soulager les enfants parce qu'elle trouvait que à l'hôpital c'est vrai qu'il y avait des antidouleurs mais que ces antidouleurs donnaient encore en fait des effets secondaires derrière. Donc elle m'a dit je vais être médecin pour trouver une solution que quand on prend un antidouleur on souffre pas encore derrière. La pauvre. Malheureusement le fait qu'elle s'est absentée énormément de son école c'est je ne sais pas. Oui. Elle a un niveau scolaire qui n'est pas vraiment... Oui, mais elle a du temps, hein. C'est pas très grave, ça. Voilà, elle est passée, mais bon, elle est passée de justesse, quoi. Elle va en second, mais voilà, c'est pas... Mais dites-moi, déjà, elle est passée. Moi, je la trouve drôlement courageuse, votre petite. Hein. Elle a suivi ses cours, elle a dû s'accrocher pour passer tout de même la seconde. C'est pas une classe facile. Elle va passer là, elle a fait la troisième, elle va passer en seconde. Voilà, parce qu'elle a un an de retard. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle connaît votre état de fatigue, vous lui en avez parlé ? Oui. Elle m'a dit que ça y est, c'est passé, moi je suis guérie. Ouais, voilà. Donc, je crois que c'est pour ça que je voulais vous l'entendre dire, parce que c'est là-dessus que vous devez vous appuyer, Lydia. C'est formidable qu'elle soit guérie, c'est formidable qu'elle ait envie de passer en seconde, et c'est formidable qu'elle ait des projets d'avenir. Et je crois qu'à partir de maintenant, tout ce qui arrive, il faut le prendre comme un cadeau. Il faut le prendre comme un don. C'est une autre façon d'appréhender la situation, les événements. Alors, attention, je suis très consciente que ce que vous avez vécu et traversé est extrêmement douloureux et difficile. Mais justement, est-ce que parce que ça n'est pas difficile, on n'apprécie pas davantage justement les tout petits plaisirs de la vie, les tout petits, on va dire, cadeaux que la journée peut nous offrir comme ça, à chaque moment. Vous voyez, un petit café au soleil, regarder les nuages dans le ciel, le fait de voir vos enfants rassemblés, réunis autour de vous. Oui. Alors, je sais que c'est pas facile. Je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je voudrais vous dire aussi que l'état dans lequel vous êtes, il est parfaitement normal. Vous avez eu 2 chocs
successifs et de chocs terribles. Donc il ne faut pas vous alarmer, il ne faut pas penser que vous n'allez jamais plus voir d'issue. Vous aussi, vous avez une vie à vivre. Vous aussi, il y a une vie qui vous attend derrière tout ça. Et elle est en train de... C'est ça que Voilà, en fait, ce que je cherche réellement, c'est de retrouver la force que j'avais avant d'avancer. J'avance plus. Oui. Vous n'avancez plus, vous êtes arrêté. J'ai l'impression d'avoir un mur devant moi. Je sais pas. C'est une drôle de manière d'avoir. Ouais, vous êtes arrêté. Mais vous êtes arrêté parce que vous ne cessez de le dire. C'est ce qui revient dans vos propos. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé psychiquement, Lydia. Oui. Vous êtes épuisé. Et en réalité, c'est difficile de se remettre de cette fatigue-là. C'est une fatigue morale. Vous avez dû terriblement soutenir votre fille, et puis aussi les vôtres. Vous avez vécu des moments douloureux avec elle. Vous avez dû serrer les dents précisément parce que vous étiez en train de la regarder souffrir. Et ça, c'est pas facile. Vous avez dû garder le sourire pendant qu'elle avait des larmes. On comprend que vous soyez fatigué. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, vous me dites, je ne peux plus avancer. Mais votre état, il est parfaitement légitime. Comment voulez-vous ? Vous avez eu un premier choc, puis un demi-choc en 2011. On est aujourd'hui en 2013. Mais ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Combien de temps a duré le traitement en 2011 ? Pratiquement 9 mois. 9 mois. Vous vous rendez compte, c'est énorme. 9 mois de nouveau à éprouver. 18 mois la première année. Oui, mais 9 mois la seconde, ce sont 9 mois qui comptent double, parce que vous avez dû être dans une anxiété terrible. Vous demandez si... Oui, la deuxième fois, je me suis dit, je sais pas si je vais y arriver jusqu'au bout, à se tenir, à dormir à l'hôpital, mais c'est vrai que je faisais que ça. Mais oui, vous êtes... je ne peux pas dire que vous vous soyez oublié, parce que dans ces cas-là, on ne s'entend plus, on ne se connaît plus, on oublie même qu'on existe. On se lève le matin avec quelque chose de très précis à faire, s'occuper de sa fille, et puis le reste n'existe plus. Donc, ce qui serait important, c'est que là, peut-être, vous preniez le temps de vous récupérer. Alors, quand vous dites « je n'avance pas », ne vous forcez en rien, je crois. Ne vous forcez en rien. Tout simplement, laissez-vous aller. Accordez-vous ce droit-là. De vous laisser aller, de tranquillement prendre le temps de faire les choses comme elles viennent, sans précipitation, sans vouloir à tout prix mettre la barre trop haut, sans vouloir réaliser trop vite. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et ça, il faut vraiment en tenir compte. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, vous ne le pourriez pas, vous n'allez que vous épuiser davantage. Oui, j'ai remarqué, j'ai essayé à nouveau de reprendre tout ce que je faisais auparavant. C'était l'échec total. Bon, alors écoutez, vous avez appelé à témoin et là, tout de suite, nous avons de la chance. Il y a Sophie qui aimerait intervenir. Bonsoir Sophie. Super, merci. Sophie, bonsoir. Ah, Sophie, je ne vous entends pas. Vous êtes là ? Allô. Oui, bonsoir Sophie, merci de nous appeler. Bonsoir. Je crois que Lydia serait très heureuse de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Alors moi, Lydia, je vais lui dire que des choses positives parce que je pense qu'elle est en recherche de ça. C'est déjà que là où elle en est dans son travail, je pense qu'elle a déjà fait une première acceptation du fait que les gens, et même les gens proches qu'on aime, peuvent mourir. Puisqu'elle sent cette brisure en elle et que ça lui a fait perdre toute son énergie. Et je pense que ça va revenir, ça reviendra forcément. Donc comme vous, je vous rejoins dans le fait qu'il faut qu'elle profite des bons moments pour l'instant qu'elle peut avoir. Et puis qu'elle n'essaye pas forcément de retrouver la même énergie qu'elle avait dans d'autres situations avant, mais qu'elle se dirige vers de nouvelles choses. Oui, c'est une bonne idée. Et voilà, et puis je pense que ça reviendra. Cette brisure, c'est simplement l'acceptation du fait qu'elle ne peut pas tout contrôler et qu'il y a des choses qui vont lui faire très mal, qui vont arriver, qui peuvent arriver, même si c'est pas le sens de la vie que nos enfants partent avec nous. Elle en a cette conscience et c'est déjà bien qu'elle en ait cette conscience parce que ça va lui permettre d'avancer, comme elle dit. Donc de retrouver son énergie qu'elle a perdue pour l'instant. Je crois que vous avez tout à fait raison, Sophie. Vous avez entendu, Lydia ? Oui. Bien sûr. Oui, c'est sympa de. Oui, c'est sûr. On peut pas. Voilà, on n'est pas tout puissant. On est même impuissant face aux accidents comme ça de la vie, parce que c'est un accident et vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est très injuste. On ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout. Simplement, on doit
faire face. On doit faire face avec toute l'énergie qu'on peut mettre dans ces cas-là. Et croyez-moi, j'imagine que vous avez dû en avoir à revendre parce que précisément vous n'aviez pas le choix. C'est ça. Oui. Et si elle n'en a plus aujourd'hui, qu'elle soit patiente, ça va revenir, c'est sûr. Oui. Ça veut dire qu'une fois que c'est passé, c'est vrai qu'on ressent toute la fatigue, tout le... c'est comme c'est comme si vous y allez à l'armée, que pendant le combat vous êtes là, mais quand c'est fini, vous êtes complètement épuisé. C'est ce qui m'arrive, c'est ce que je vis actuellement. Ouais, mais je comprends, hein, et je crois que Sophie a très bien compris aussi. Je vous remercie en tout cas, Sophie, de votre intervention. Sophie. C'est vraiment sympa d'avoir appelé. Je vous en prie, bon courage à Célia et à Lydia. Merci à vous. Au revoir. Lydia, effectivement, ne cherchez pas à en faire trop. Voilà. D'accord. Profitez tout simplement de toutes petites choses. Et puis, ne vous faites pas un programme précis, parce que sinon, si vous n'y arrivez pas, vous allez culpabiliser, et ça va vous enfoncer davantage. Vous allez dire, je n'avance pas, je n'y arrive pas, je ne m'en sors pas. Or, c'est sûr, votre fille s'en est sortie, vous allez vous en sortir. Et je vais vous dire ce qui va vous aider à vous en sortir. C'est de la regarder tous les jours, elle avancer, et croyez-moi, ça va vous tirer vers le haut. Ça va vous donner envie de continuer. Merci, j'ai bien fait de vous appeler. Je suis très contente. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci, bonne soirée. Au revoir Lydia, merci de votre appel. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Toutes vos confidences au 39 21. Alors, d'abord, merci à Annie qui nous envoie un petit livre. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, et ça, c'est à l'attention de Lydia. Et puis, merci à Pomme qui nous envoie un peu d'air frais de Briançon. Tout de suite, nous allons continuer avec Florian. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bien, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis un petit peu ému déjà de vous parler, et puis suite à l'autre témoignage qu'on a eu auparavant, c'est un peu troublant, quoi. Oui, c'est vrai que ça peut laisser un peu démuni d'un seul coup, parce que c'est un moment extrêmement douloureux. Mais qu'est-ce qui vous arrive à vous, Florian ? Vous aussi, vous avez le droit de j'ai vécu une grande ressentir. histoire d'amour, ça fait 5 ans. On s'est séparés, donc aussitôt après, j'ai voulu reséduire, bien sûr. De la séduction pour voir si on pouvait encore plaire. Ouais, si ça marchait toujours. et puis ça a marché donc 1 mois et demi ou 1 mois après, ça avait quelqu'un d'autre, mais j'ai vraiment jamais, au départ, oublié l'autre personne, quoi. Ouais. Donc déjà la première relation était un petit peu mauvaise, quoi, et puis on a vécu 3 ans par intermittence, quoi. J'y allais que le week-end, quoi. Ouais. Et puis elle avait un garçon en plus que était pour moi mal élevé, quoi, en gros. Mm-hmm. Et je voulais pas habiter avec elle, quoi. Et puis là, ça vient de rompre officiellement, quoi. Oui, c'est-à-dire il y a combien de temps exactement ? Voilà, ça fait 1 semaine, 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, donc vous êtes encore sous le choc. Le choc, là je peux vous dire que je pleure, mais je pleure. Oui. Je pleure parce que c'est la solitude de dire aujourd'hui je vais pas l'appeler, je peux pas lui faire plaisir à la personne, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Quand on arrive chez soi, maintenant on est tout seul, quoi. On pense plus à l'autre personne, quoi. Mais oui, vous êtes face à un vide, vous êtes dans le manque, et les premières semaines, c'est vrai, sont très difficiles à passer. Ça, les chagrins d'amour, ça fait mal, hein. On peut pas le nier, Florian. C'est connu pour être douloureux. Et malheureusement, on ne peut pas faire l'économie de ce chagrin-là. En même temps, ça veut dire que votre histoire, elle avait un sens, que vous avez vraiment éprouvé, que vous avez vraiment ressenti. Et c'est ça, vivre. Oui, tout à fait. Hein? Mais bon, maintenant, on se dit, avec l'âge est-ce qu'on va pouvoir séduire encore une fois ? Oh, alors, de quel âge on parle ? De quel âge parle-t-on d'abord ? 44, 45. Oui, on est encore très jeune, hein. Il faut tout de même pas exagérer. 44, 45, c'est un âge magnifique pour un homme. De toute façon, moi je trouve que pour les hommes, tous les âges sont magnifiques. Voilà, comme ça y est, c'est dit. Mais
Ce qui est sûr, c'est que en ce moment, vous êtes dans l'œil du cyclone et que vous ne pouvez pas trouver la vie très marrante. Ça, c'est évident. Alors, vous avez des amis, vous avez des copains. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai pas beaucoup d'amis. Je vais vous dire, j'ai un ami qui habite autour de moi et puis c'est tout, quoi. Et puis mon frère et voilà, quoi. Ouais. Et votre frère, vous avez de bonnes relations avec lui ? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais on se voit très peu. Mais, mais si je téléphone, j'ai besoin de lui, quoi. Il est là, quoi. Et ben voilà, il faut l'appeler en ce moment. Vous savez, les gens qui nous sont proches, il faut pas du tout hésiter à demander leur aide au moment où on ne va pas très bien. Et puis après, c'est chacun son tour. Vous voyez, ça se passe comme ça. Donc c'est bien déjà si vous pouvez l'appeler un petit coup de fil tous les jours. Ça vous fait quelqu'un à qui parler, un coucou. Vous prenez des nouvelles, il prend des vôtres. Vous vous sentez un peu moins seul. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il fait beau, donc il y a une belle lumière, il faut en profiter. Soyez dehors le plus souvent possible, hein, parce que rester dedans tout seul, à ressasser, c'est ça le problème. J'arrive pas à aller vers les autres, de faire le premier pas et aller vers les autres, quoi. Ah mais attendez, je ne vous parle pas tout de suite d'aller vers les autres. Moi, je vous parle tout simplement déjà d'aller dehors, même tout seul. D'accord. Marcher un petit peu, vous balader, les mains dans les poches, vous voyez ce que je veux dire. Regardez la rue, regardez les passants, parce que tout ça, c'est la vie. Et que, en revanche, si vous êtes enfermé chez vous tout seul, vous allez sentir un vide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que malgré tout, la vie continue. On commence déjà par ça. Après, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous pourrez commencer éventuellement de nouveau à aller vers les autres. Mais là, c'est encore trop tôt. Vous êtes triste, vous avez besoin d'une certaine manière de rester avec votre chagrin, de digérer l'histoire. Je crois. Vous êtes là, Florian ? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Ouais, il faut. Alors, c'est vrai que le fait de parler à des étrangers, ça oblige à faire un petit effort. Mais encore, faut-il être capable de faire cet effort ? Et là, je dirais que c'est un peu prématuré. On attend encore un petit peu. Allez, 15 jours. Donnez-moi 15 jours. D'accord. Ça ne veut pas dire que il ne faut parler à personne si jamais vous en avez envie. On est bien d'accord, hein. Surtout, ne vous retenez pas. Mais ne vous sentez pas obligé. Ne vous dites pas, il faut que je le fasse. D'abord, tout de suite, le mot d'ordre, c'est qu'il ne faut rien du tout. Vous vous laissez vivre. D'accord ? D'accord, très bien. Bon, je compte sur vous. Vous nous rappelez pour nous donner de vos nouvelles ? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous de nous avoir appelés et merci de votre confiance. Merci, au revoir. Au revoir, Florian. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Olivier est avec nous maintenant. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Alors voilà, vous êtes avec nous et je vous écoute. Oui, alors en fait, je suis un petit peu ému. Oui, c'est normal. Mais bon, voilà, vous êtes au téléphone et puis vous bavardez tout simplement. D'accord, je vous remercie. En fait, le sujet de mon appel, c'est que je suis une personne en fait qui souffre de plusieurs pathologies. Oui. Surtout une qui m'est extrêmement difficile. Oui. Une maladie extrêmement difficile pour moi en tout cas. Oui. Et elle me handicape au quotidien. Oui. Et en fait, je travaille plus à cause de cela, entre autres. Aïe. Donc j'ai plus de vie professionnelle depuis 4 ans. Ça fait beaucoup, oui, effectivement. Et de vie sentimentale depuis 2 ans. Mm-hmm. Et c'est pour ça en fait que je vous ai appelé parce que je le vis assez mal. Parce que pour moi, le quotidien est assez lourd par rapport à la maladie. Bien sûr. Alors, est-ce que pour de ce qui est votre maladie, vous êtes allé voir, par exemple, des groupes de parole, où vous rencontrez des gens qui souffrent du même handicap que vous, qui traversent aussi le même genre de situation ? Est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Je l'ai fait
rentré il y a quelques années dans une association qui s'appelle l'AFA, une très belle association. Oui. Si je peux la nommer. Bien sûr, vous pouvez tout. Donc l'association François Petit, qui est connue d'ailleurs en France. Oui. Donc j'étais membre actif de cette association il y a quelques années. Oui. Mais ça tournait trop autour de la maladie et j'essayais, si vous voulez, de me retirer de cela. À cause de la maladie qui était trop présente, justement. Oui. Ouais, d'accord. Mais à ce moment-là, je travaillais encore, j'avais une vie sociale plus importante, parce que qui travaille dit une vie sociale plus importante, même si, malgré tout, malgré la maladie, j'essaye de faire des choses, mais ça demande une énergie physique. C'est vraiment... Parce que j'ai donné le nom de ma maladie à la secrétaire que j'ai eue au téléphone tout à l'heure. Oui. Qui était très gentille. Mais c'est vrai que c'est très, très invalidant. Vous pouvez rien prévoir, rien faire. En tout cas pour moi, ça tourne vraiment que autour de cela. Et c'est vrai que pour rencontrer une personne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la personne que j'ai eue au téléphone. Oui. Déjà se présenter soi-même, même moi ça se voit pas. C'est vrai que quand je fais un peu... Bon, j'ai les visages un peu tirés par la souffrance. C'est une maladie qui me fait mal. Oui, ça fait mal. C'est douloureux. Oui, ouais. Tout à fait. D'accord. Et par la fatigue, parce que c'est extrêmement fatigant. Puis j'ai pas que cela. Alors en fait, c'est plein de choses. C'est un traitement assez lourd. Donc tout cela, c'est assez lourd à porter, psychologiquement également. Mm-hmm. Et est-ce que vous êtes suivi ? Oui, depuis plus de 3 ans par un très bon psychiatre. Voilà. Et que vous dit-il ? C'est assez désespérant parce que il m'a fait un travail sur pas mal de petites choses, mais sur la maladie, vous savez, je me rends compte parce que j'ai vu ma gastro-entérologue il y a pas longtemps, les spécialistes, quand vous êtes en pathologie, vous avez une maladie de Crohn, une maladie un peu compliquée, oui. En période difficile, ils sont démunis. Oui, tout à fait. Et un psychiatre, à part essayer de vous écouter, ce qu'il le fait avec beaucoup de professionnalisme, lui-même, il dit, voilà, c'est assez difficile d'accepter de toute façon la maladie. Voilà quoi. Donc, c'est très difficile parce que vous la vivez au quotidien, que c'est injuste, que c'est beaucoup de souffrance. Depuis l'âge de 15 ans, madame. Depuis l'âge de 15 ans, mon Dieu. J'ai 43, j'ai été opéré plusieurs fois. Oui. Et puis depuis, j'ai commencé par d'autres maladies. Depuis, j'ai la maladie de Berger en plus. J'ai pas mal de choses qui se sont ajoutées. Donc ça fait des choses assez lourdes. Et c'est vrai que quand vous voulez aller devant une personne, et c'est ça le sujet de mon appel, rencontrer une personne et simplement faire une vie normale comme tout le monde. Ouais. Vous avez beau essayer d'avoir un beau sourire, d'être quelqu'un d'agréable. Parce que je suis quelqu'un qui aime malgré tout la vie, qui a des personnes autour de moi, mais j'essaye malgré tout, vous voyez, malgré cela, d'aider des personnes âgées, de faire donner aux autres. Moi, c'est ça qui m'aide à vivre. Oui. Mais j'aimerais bien avoir une petite femme à aimer, tout simplement, quoi. Mais bien sûr. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Oui. Vous avez besoin d'aimer. Oui. Eh oui, et c'est bien légitime. Écoutez, Olivier, moi, je pense qu'effectivement, le groupe de parole peut-être auquel vous avez appartenu il y a quelques années, et vous m'avez dit que vous aviez été membre actif, n'est pas celui qui vous convient aujourd'hui parce que effectivement il vous enferme dans la maladie. Mais il y en a d'autres, où il y a d'autres associations. Alors si vous voulez, on peut chercher avec vous hors antenne, celle qui pourrait le mieux vous correspondre. Mais ce que je sens surtout, c'est beaucoup de solitude. Et je ne dis pas que la maladie peut s'accepter facilement, mais peut-être le fait de se savoir entouré, de savoir que, par exemple, on a 2-3 réunions hebdomadaires dans la semaine, parce que vous pouvez, même si ça vous demande une énergie, si vous avez plaisir à y aller, vous trouverez l'énergie pour y aller. Et si vous n'y allez pas, ce sont les autres qui viendront à vous. Moi, je vous sens surtout seul, et je crois que c'est la solitude qui est la cause de votre grande détresse aussi. Est-ce que vous seriez d'accord éventuellement de vous réinsérer quelque part dans une association qui pourrait vous convenir ? Est-ce que ça vous tenterait ? Vous voulez une réponse sincère ? Oui. Non. 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 Non, parce que j'en ai eu l'expérience, parce que j'ai été quand je travaillais, j'étais éducateur. Je connais un peu tout comment ça se passe, etc. Et moi, ce que je sais, ce que je recherche, c'est vrai que vous avez peut-être raison dans le sens où
peut-être que ça pourrait m'aider, mais... oui. Moi, Qu'est-ce que vous recherchez ? Vous me dites, j'aimerais avoir une petite femme à aimer, d'accord. Oui. Mais où croyez-vous qu'on les trouve, les petites femmes à aimer ? On les trouve justement au hasard des rencontres, et les rencontres se font là où il y a des gens. C'est pour ça que je vous propose... Eh oui, forcément. Parce que soyons clairs, que ce soit pour vous, pour les autres, personne ne va monter chez vous et sonner comme ça. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Tout à fait. Bon, donc c'est vrai que ça demande un effort, mais à un certain moment... ce qui est entre vos mains, c'est de choisir vous aussi d'aller vers l'extérieur. Et ça vous appartient, c'est votre choix. Alors, où aller ? Le plus simple, c'est de regarder les gens qui présentent un intérêt commun, un point commun avec vous, des gens qui n'ont pas forcément la même pathologie, qui peuvent aussi souffrir de solitude ou d'autres. Allez savoir. Mais en tout cas, de gens qui ont envie de se réunir et de parler ensemble. Et ça, c'est le plus important, parce que la dynamique du groupe, et vous le savez si vous avez été éducateur, compte énormément. Bien sûr. Et c'est déjà un premier rendez-vous. Ne serait-ce qu'un premier rendez-vous qui en appelle un autre et qui vous porte. Et puis qui vous porte. Alors, je vous dis pas que c'est la solution idéale. Je ne vous dis pas que c'est la panacée. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Et encore une fois, l'énergie amène l'énergie. Toujours. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je suis d'accord, c'est douloureux, c'est vrai, mais à un certain moment, on a tous le choix. Et je voudrais que vous ne renonciez pas. Parce que dans votre voix, il y a déjà comme une forme de résignation. Disons que j'essaye tout. Vous voyez, j'ai un traitement qui est devenu plus lourd. Là, il y a encore une dizaine de jours. Je vis vraiment, et malgré tout, vous savez, je suis comme quelqu'un qui, en toute humilité, je n'ai pas arrêté de me battre depuis des années. Mais j'imagine bien. En battant au quotidien. Et c'est vrai que quand vous, excusez-moi, je vous interromps, mais quand vous voyez presque les deux genoux à terre, et que tout effort me demande une énergie, c'est devenu comme ça maintenant, mais c'est ça qui est compliqué. Olivier, pardon de vous interrompre. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne Karine qui souhaiterait intervenir et vous parler ? Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai saisi le téléphone. C'est la première fois que je vous appelle parce que je suis assez touchée par le témoignage d'Olivier. Oui, merci à vous. Bon, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas nommé sa pathologie. Oui. Je comprends tout à fait. Personnellement, je suis en invalidité depuis 2005, donc ça fait déjà plusieurs années pour une polyarthrite rhumatoïde. Tout à fait. Donc c'est une maladie quand même assez invalidante avec des douleurs chroniques, etc. Et je suis à peu près stabilisée maintenant. Et bon, comme je ne travaille plus, j'ai trouvé une chose assez formidable. Oui. C'est l'université interâge. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est la fac pour les adultes. Donc, il y a beaucoup de retraités. Au début, j'étais assez réticente par rapport à ça. C'est pas très cher. Sur Caen, c'est à peu près 100 € à l'année. Oui. Et avec ça, on a accès à tout ce qu'on veut. À tout ce qu'on veut, c'est-à-dire ? Excusez-moi, oui. À tout ce qu'on veut, c'est-à-dire ? Eh bien, il y a plein de cours. Je sais pas, ça peut aller des langues étrangères à l'histoire de l'art. Il y a des conférences. C'est intéressant, ça. Il y a des sorties. Alors bon, quand on a une pathologie, oui. Les signes physiques, c'est pas évident, hein, mais il y a des randonnées. Bon, moi, je fais pas tout ça personnellement, mais c'est vrai que c'est pas très cher par rapport. Alors bon, quand on travaille pas, c'est les finances aussi, ça joue. Mais bon, moi j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'aide un petit peu et qui tous les oncles et tantes en fait se cotisent un petit peu et voilà, je récupère c'est drôlement sympa, ouais. Pour faire ça et voilà, moi ça m'a changé la vie. Tant mieux. C'est très gentil à vous en tout cas de nous appeler, Karine. De rien. Vous avez entendu Olivier ? Oui, tout à fait. Alors je sais bien, j'ai bien noté que vous aviez plusieurs pathologies, que la maladie de Crohn n'était pas la seule dont vous souffriez. Mais si vous êtes en mesure de vous déplacer, si vous en avez la force, peut-être que ça peut déjà être un premier pas vers l'extérieur. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est une idée que je n'avais pas forcément pensée. Bien sûr. Et on est là pour ça, partager les bonnes idées. Et tout
à fait. Non, plus, c'est vrai que même si c'est vrai que vous pouvez penser au téléphone, je ne veux pas trop prendre trop de temps. Non, allez-y, on a le temps. On a le temps pour vous. Je ne voudrais pas abuser, mais c'est vrai que j'ai pas dit que c'est vrai, j'étais amené quand même, quand je vais un peu mieux, je suis quand même une personne qui aime voyager, qui aime faire des choses, j'aime me cultiver, donc... C'est formidable ça. Alors, pardon de vous interrompre, mais j'ai un petit SMS à votre attention, Olivier. Vous voyez, nos auditeurs sont nombreux à réagir à votre témoignage. Je les remercie et je les encourage à continuer parce que ça fait du bien. Alors, ce SMS, c'est: avez-vous entendu le témoignage de cette femme la semaine dernière qui était amoureuse d'un homme handicapé? Avez-vous une activité, une passion qui peut vous ouvrir et faire un moment oublier votre handicap et le faire aussi oublié par les autres. Bon courage à vous. Donc vous voyez, on est plein à vous exhorter. Allez-y, sortez. Si, je sors, je le fais. Mais je dis pas que ce soit facile. Hein. C'est pas facile parce que vraiment quand je suis pas quelqu'un qui se plaint. Si mais je vous appelle, ça n'a pas été évident. Je sais. C'est un appel un peu au secours. Mais j'ai bien compris. Alors déjà, je vous donne aussi Valérie. On vous donnera peut-être ses coordonnées hors antenne. Coucou Olivier, si vous le souhaitez, nous pouvons correspondre par mail. Voilà, donc... oui, et puis d'autres interventions aussi vont suivre tout au long de cette émission. Et si vous le voulez bien, on va vous les déverser comme ça au fur et à mesure. Alors, autre suggestion, Olivier, pourrait-il s'investir dans une activité de bénévolat une fois par semaine, une fois par mois? L'avantage, c'est que cela peut lui faire oublier un moment sa maladie. Et ça, c'est un message de la part de Ourida. Alors, pour lui répondre, je le fais déjà. Vous le faites déjà? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis dans une résidence où je fais un petit peu mais vraiment en toute humilité. Hein. Non, mais... C'est vraiment aucune prétention. Je fais ça à mon rythme, parce que maintenant je le fais à mon rythme, mais je m'occupe j'aime bien les fleurs. Je suis quelqu'un qui adore les fleurs. Et en plus, il y a les enfants. Alors souvent, quand je descends et je peux faire un peu de petites plantations, des petites choses comme ça, je fais cela avec les enfants. Ils prennent beaucoup de plaisir. Ah c'est bien ça. Moi également. Et ça, je le fais avec eux. Ça, c'est une chose que j'essaye de faire. Moins parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je fais cela. Et aussi, comme je crois que je l'ai dit aussi, je vais rendre visite à des personnes âgées. Ah, d'accord. Et est-ce que ça vous fait du bien de vous occuper des autres? Oui, c'est pour ça que j'ai été éducateur et que je suis quelqu'un qui... j'ai fait ce métier-là dans le tard parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis malade depuis l'âge de 15 ans. Oui, donc bien sûr. Donc j'avais une formation de ouvrier paysagiste. J'ai dû arrêter mon métier parce que déjà à l'époque, j'étais travailleur handicapé. Oui. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je me bats avec la maladie. Je me suis battu, j'ai fait un reclassement professionnel et c'est là que je suis devenu éducateur. J'ai compris. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes très courageux et j'entends que vous vous battez. Je sais bien que peut-être pour vous appeler ce soir n'a pas dû être facile et que vous comptez sur nous. Alors, soyez tranquille. Tout ce qu'on va recueillir au fur et à mesure de cette émission, on va vous le répercuter au fur et à mesure. Voilà, je cherchais mon mot. Je remercie, excusez-moi, tous les auditeurs qui ont la gentillesse de vous avoir répondu. Oui, un petit mot de Monique encore qui dit: depuis 7 ans, je suis clouée à mon domicile sous respirateur et si vous le pouvez, sortez. C'est gentil. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage, Olivier, mais voilà, on va continuer de s'occuper de vous au long de cette émission. Merci de votre appel, en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil, 39 21 34 centimes la minute. Un petit mail encore à l'attention d'Olivier. Olivier, si vous nous écoutez, je vous le livre. Ne restez pas enfermé dans votre maladie, mais ouvrez-vous pour rencontrer des gens dans des clubs qui ne connaissent pas votre maladie et pour qui vous serez peut-être un adhérent. Bon courage dans votre nouvelle vie.
Bien, nous allons tout de suite poursuivre avec Isabelle, Olivier. Restez avec nous. Je vous l'ai dit, nous n'allons pas manquer au fur et à mesure de cette émission de répercuter les messages pour vous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Écoutez Caroline, ça fait à peu près 1 an que je vous écoute. Oui. J'ai 51 ans. Oui. Ça fait 1 an que votre voix m'apaise. Ah oui, mais c'est pas moi dont vous parlez, c'est Caroline Dublanche qui anime cette émission tout au long de l'année. Mais c'est pas grave, je suis très contente de vous entendre néanmoins. Et pour dire que je voulais appeler ce soir, j'ai téléphoné et on m'a écouté pour un témoignage. Alors, je vous écoute. Donc je dis maintenant, j'ai 51 ans, presque 52 dans pas longtemps. Oui. Je vous explique en très peu de mots. Oui. En très peu d'étapes de ma vie qui a été, sans que je sache, à mon insu, quelque chose de très compliqué. Oui. Alors que je ne voulais pas, évidemment. Je vous explique. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu ma meilleure amie, mon premier amour, on va dire ça comme ça. Oui. Je m'appelle Isabelle, elle s'appelait Isabelle, c'était la chanson Les Poppies. Ah, d'accord. Elle avait 10 ans, Isabelle, je t'aime, vous vous souvenez? Non, pas très bien, mais je pense que pour vous, ça a dû être un souvenir très marquant. C'était exactement l'année des 10 ans, les 2 Isabelle, les amoureuses, voilà. Oui. Voilà. Et donc, j'ai mis, moi, en promettant, elle est morte d'une leucémie, en fait, foudroyante. Et elle est morte très vite. Et moi, évidemment, à 10 ans, je ne comprenais pas grand-chose. Bien sûr, c'est un choc, c'est un traumatisme pour une petite fille. C'était un choc. J'ai mis à peu près 10 ans pour m'en sortir avec ma petite tête d'enfant. Et en tout cas, à toujours, en moi, la garder. En me disant, c'est pas grave, elle est morte, mais elle restera à l'intérieur parce que je l'aime. Et parce que je m'aime. Oui. Donc ça a commencé comme ça, ma vie. 10 ans plus tard, donc j'avais 20 ans, je rencontre un garçon que j'ai adoré, aimé. L'amour extraordinaire, l'amour d'ado, quoi. Le premier amour. Oui. Vraiment extra. Je reste 7 ans de ma vie avec lui et il meurt d'un AVC. Ah. Et là, je me suis dit, Isabelle, bon, la deuxième personne qui meurt, voilà, c'est compliqué, mais bon, tu vas y arriver. Oui. Avec l'amour qu'il m'a porté et l'amour que je me suis... avec l'amour, parce que je m'aime beaucoup, en fait, j'ai appris avec le temps qu'il fallait beaucoup s'aimer pour s'en sortir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se plaire, en tout cas. S'aimer, je ne sais pas. Bon, c'est difficile de dire, voilà, je m'aime. Mais en tout cas, on a besoin de se plaire, c'est sûr. Avec le temps, on se pose des questions, on prend du recul, on prend de la distance, on essaie de se comprendre, de s'apprendre soi, et de se poser les questions de savoir comment il faut faire pour aller de l'avant. Parce qu'évidemment, c'est compliqué, c'est très difficile à vivre. Mais petit à petit, petit pas par petit pas, avec le choix, avec les décisions qu'on prend, même si c'est compliqué, mais en tout cas, petit pas par petit pas, on y arrive. Tout à fait, tout à fait. Donc je fais en sorte petit à petit que cet amour d'adolescent qui me quitte. C'est-à-dire que vous avez eu à essuyer 2 deuils. Alors c'est vrai à 10 ans d'intervalle, mais ce sont des deuils qui vous ont terriblement frappé et touché. Une première amie, un premier amour. Le premier, il m'a détruit, on va dire ça. Bien sûr. À 10 ans, je pense qu'on est face à l'incompréhension, à l'injustice. On a l'impression que rien ne peut vous arriver. Et puis d'un seul coup, on comprend que la vie est peut-être très difficile et douloureuse. C'est vrai. Voilà. En tout cas, le premier, au début, j'ai cru que ça m'a détruit. Au début, j'ai cru ça. Donc, j'ai mis du temps. Je me souviens de ma mère qui me disait, mais Isabelle, parce qu'elle s'appelait comme moi en plus, donc un problème d'identité, elle avait le même prénom. Et bon. Donc, ma mère me disait, mais bon, t'inquiète pas, enfin bon, voilà. Et puis, mes parents ont tout fait. Parce que bien sûr. Il faut vous dire que les 10 premières années,
je suis une enfant qui a été aimée par ses parents. Oui. Vraiment beaucoup. C'est une chance. C'est-à-dire que vous avez été soutenue, entourée. Oui. Vous êtes fille unique, Isabelle? Je ne suis pas fille unique. J'ai deux autres sœurs. Et quels sont vos rapports avec elles? Ma mère et mes parents? Non, vos sœurs. Mes sœurs? Oui. Alors, j'ai une première sœur, la plus âgée, qui est extraordinaire avec moi. Oui. Et la plus petite, qui est très distancée, que je ne vois plus, avec laquelle il y avait de très mauvaises relations quand j'étais petite. Oui. Et qui, avec laquelle on se voit, mais bon c'est plus difficile. Voilà, c'est plus difficile. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous travaillez? Bien sûr, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille, je peux le dire à l'antenne. Oui, tout à fait. Je travaille à Pôle emploi. Ah, d'accord. Donc, mon travail consiste depuis 20 ans à aider énormément de choses. Bien sûr. Dans l'écoute. À être dans l'écoute. Et puis, j'imagine que vous devez tous les jours être confronté à des drames humains et que, d'une certaine manière, s'occuper des autres, c'est ce que disait Olivier il y a quelques instants, ça fait beaucoup de bien. Ça fait énormément de bien. D'écouter les autres. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure à Olivier, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. La première chose pour s'en sortir, c'est sortir. Oui, sortir. Sans faire de jeu de mots. Alors, quelle est votre vie aujourd'hui, Isabelle? Eh bien, écoutez, donc je finis juste toute petite chose. Donc, cet amour d'adolescent est mort, donc j'avais 27 ans, et donc je voulais inévitablement. J'étais jeune, 27, je voulais avoir des enfants, je voulais fonder une famille, je voulais quelqu'un avec moi. Quelqu'un à aimer. Quelqu'un à aimer, voilà. J'ai aimé énormément une autre personne après, et avec laquelle j'ai eu 2 enfants. Ah, formidable. Et il se trouve qu'il y a eu un problème de culture entre moi et la personne. J'ai fait un premier enfant et la culture a fait que le premier, il ne l'a pas reconnu. D'accord. Le deuxième enfant que j'ai fait, pensant qu'un deuxième enfant, vous savez, parfois on pense qu'avec les enfants, le couple s'en sort. Ce qui m'est arrivé. Donc je me suis dit, je suis jeune, j'ai fait un deuxième enfant en me disant, le deuxième va faire en sorte que le couple va. Et ce deuxième enfant a été kidnappé. C'est-à-dire? Voilà, donc j'ai, puisé un peu dans mon Kidnappé. Oui, kidnappé. Kidnappé par qui? Par le père. Ah. Il a été emmené dans un pays lointain, à tous 5000 km d'ici. Ouais, c'est très compliqué ça. Voilà. Donc là, j'imagine que vous avez dû cruellement déchanter. La belle histoire d'amour que vous imaginiez n'était pas celle que vous croyez. Si je comprends bien. Voilà, parce que quelque part la personne mourait, je voulais vivre autre chose, je voulais tourner la page, comme on dit. Bien sûr. Tourner la page et faire. Donc j'ai fait, j'ai avancé, j'ai fait. Et mes enfants maintenant ont 21 ans et 19 ans, ils sont les plus beaux enfants du monde. J'ai ma fille qui a fait des études, elle est Hippocagne. Bravo. Elle part à Londres l'année prochaine. Et elle va faire une école qui s'appelle SOAS, donc en spécialité orientale et africaine. Formidable, bravo. Elle est, voilà. Le fils, pareil, à la fac, il démarre sa première année, il l'a eu. Mais ça, vous parlez de votre fils qui a été kidnappé, donc il est revenu. Voilà, il est revenu parce que je n'avais pas les moyens à l'époque de payer un détective privé. Ouais. Mon avocate m'avait dit, voilà, il faut payer, mais non, je ne savais pas. Donc, j'ai fait, comment dire, j'ai fait en plan. J'ai fait avec la confiance que j'avais en moi. J'ai fait avec mes petits moyens, mais les moyens très, très profonds. Voilà. Et le père, naturellement, est revenu avec l'enfant. D'accord, ça c'est bien fini en tout cas. Voilà, absolument. Ça c'est bien fini. Comme quoi, on doit toujours tenir, ne jamais renoncer. En fait, voilà, il ne faut pas renoncer, il faut y croire et mettre en œuvre nos croyances,
ce à quoi on croit. Oui. Voilà. Et si je comprends bien, vous n'avez jamais cessé de croire. Absolument. Oui. Bon. Tout à fait. Dites-moi, vous devez être fière de vos enfants, une fille Kanye qui part à Londres, un fils à l'université. C'est une belle réussite pour vous, et pourtant vous avez eu aussi votre chemin de croix, si je puis dire. Et vous savez, ce n'est pas fini. Mais oui. À 45 ans, je tombe amoureuse de quelqu'un. Oui. Avec lequel c'est pas tout à fait, comment dirais-je, on n'est pas en fait prêts. Ni l'un ni l'autre, on a deux vies séparées. Oui, mais j'entends en tout cas que déjà vous êtes dans une autre histoire, ce qui veut dire que vous avez une capacité étonnante à vous régénérer. C'est la raison pour laquelle vous appelez. Je voulais témoigner. Mais voilà, c'est très aimable à vous. Cette dernière histoire, j'ai écrit un livre. Ah, alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous parler de votre livre encore pendant quelques instants, tout de suite après le journal. Donc vous restez en ligne, vous ne quittez pas, et je vous retrouve tout de suite après le journal. Voilà, il est un peu plus de minuit et nous allons reprendre le cours de notre émission, là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire avec Isabelle. 39 21, notre numéro d'appel. C'est toujours une libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h et je suis à votre écoute. On est là pour parler ensemble, trouver des solutions, ou en tout cas peut-être un début de solution si une question plus particulièrement vous trouble en ce moment. Mais on est là aussi pour se raconter les uns les autres et pour passer ensemble un bon moment. 39 21, donc notre numéro, et vous passez avec moi à l'antenne. Mais vous pouvez aussi à tout moment intervenir par SMS et vos réactions m'intéressent. Vous composez pour ça le 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis n'hésitez pas non plus à nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Alors Isabelle, vous êtes là juste avant l'émission, vous nous avez un tout petit peu raconté votre vie, c'est-à-dire les deux deuils successifs au cours auxquels vous avez dû faire face, et enfant et puis toute jeune fille, je crois. Ce sont deux deuils qui vous ont terriblement marqué. Vous avez ensuite aimé un homme dont vous avez 2 enfants, vous avez été séparés d'un de vos enfants, votre fils, nous avez-vous dit, pour des raisons, et puis vous vous êtes retrouvés. Et aujourd'hui, vous êtes à nouveau amoureuse. Absolument. Voilà. Et c'est une relation d'un autre type. Si j'ai bien compris, chacun vit chez soi, et c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Qui a donné lieu à un livre. Qui a donné lieu à un livre dans lequel, quand vous disiez tout à l'heure, on trouve des solutions pour soi. Oui. C'est un livre d'abord pour moi, je l'ai écrit pour moi. Oui. C'est-à-dire ça m'a permis de faire une super thérapie. Oui, forcément. Parce que écrire et sortir de soi et mettre sur papier. Vous avez parfaitement raison. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, je le dis pour les auditeurs, c'est extraordinaire. À partir du moment où on a écrit sur le papier, c'est comme si ça sort de nous et que notre vie après redémarre. Vous avez tout à fait raison. Sur ce papier, j'ai écrit évidemment ma vie. Et tout ce à quoi vous avez pu penser. Absolument. Avec des histoires très belles d'ailleurs. L'histoire de maintenant à 50 ans, c'est ce premier deuil, c'est une histoire merveilleuse qui m'est arrivée parce que sans elle, je n'aurais pas pu avancer aussi vite que j'ai avancé maintenant. Et voilà, donc ça c'est dans la solution pour soi, c'est vraiment très très bien. Bah, écoutez, le titre, après je ne veux pas prendre trop de temps. Non. Le titre s'appelle juste Porte-toi bien. Porte-toi bien, c'est un beau titre. Voilà,
C'est un beau titre du livre. Voilà, vous disiez tout à l'heure, prenez soin de vous. Oui. Moi, j'ai choisi de mettre porte-toi bien. Déjà parce que je m'adresse à moi, porte-toi bien. Oui. Et pour l'instant, et oui, parce que c'est très important. Tout à fait. De le dire. Voilà. Et bon, après, je l'ai fait partager à d'autres personnes qui veulent bien le lire. Hein. Le livre n'est pas parti à l'édition. Hein. Loin de ça, encore l'idée. Mais pourquoi pas, on va le chercher. Il faudrait même le retravailler, sûrement. Oui. Mais pour l'instant, c'est vraiment un moyen de s'aimer soi, de faire très attention à soi, de s'aimer et de mettre sur le papier en se disant tout à coup, je ne sais pas si on va visualiser ce que je dis, mais ce qui est à l'intérieur, à un moment donné, il reste à l'intérieur, on vit avec parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on le met un peu hors de soi. Tout à fait. Et en le mettant un peu hors de soi, hop, on avance. Et on avance beaucoup plus vite. Je suis tout à fait beaucoup plus vite. Et en plus, d'accord on est en capacité d'écouter les autres et de les aider. Et ça, je trouve ça fabuleux, quoi. Isabelle, merci en tout cas de nous avoir fait partager votre expérience et ce que le deuil a fait de vous. Et en tout cas, je vous remercie du soleil que vous apportez dans cette émission. À très bientôt, j'espère. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Toutes nos fréquences sur europe1.fr. Olivier, je vous l'ai promis, nos auditeurs sont très nombreux à réagir à votre témoignage et je reçois de nombreux SMS de sympathie que je vais vous délivrer au fur et à mesure. D'abord, un message de Marie qui propose d'entrer en contact avec vous et où nous allons vous donner votre numéro. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que vous avez très bien fait d'appeler. Vous n'êtes pas seul. Et puis une autre mention à votre attention. Olivier a-t-il lu le livre du docteur Seignalaire, l'alimentation ou la troisième médecine? Il y a un régime pour sa maladie qui est très intéressant. Encore un autre message de la part d'une dame. Bonjour, Olivier doit reprendre confiance. Il a une très bonne voix, il s'en sortira. C'est toujours quand on ne s'y attend pas, à force de faire des efforts, les moments de bonheur reviennent. Personnellement, je suis très malade depuis 95. J'appartiens à une chorale et je refais surface. Voilà. Tout de suite, nous allons accueillir Enzo, un autre témoignage qui vous concerne, Olivier. Bonsoir, Enzo. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, donc j'écoute non pas souvent, mais quand j'en ai l'occasion, et l'émission est donc Caroline Dublanche, oui. Et donc souvent on a envie de réagir sur les différents thèmes qui peuvent passer. Et là, ça me touchait quand même particulièrement. Et donc effectivement, par rapport à ce que disait Olivier, je suis moi-même, vous souffrez d'une pathologie? J'ai moi-même une maladie, une pathologie, une maladie donc chronique de longue durée qui a été diagnostiquée maintenant il y a quelques années, 7-8 ans, je sais plus. Oui. Qui est invalidante aussi, aujourd'hui qui est un petit peu stabilisée, mais qui néanmoins me relance parfois en période de crise, et c'est vrai que c'est difficile à vivre, surtout la douleur, mais déjà par rapport à ça, s'il était gêné par rapport à la douleur, parce que la douleur, on peut prendre, d'abord il faut pas se lancer dans l'excès des antidouleurs, parce que ça ne sert à rien d'une part, enfin pour ma part, c'est ce que je pense, mais ensuite pour la douleur, pour essayer peut-être de la canaliser, de la comprendre, j'essaye de pratiquer une espèce de méditation ou d'autocontrôle, je ne sais pas comment on peut appeler. D'accord. C'est difficile, je n'y arrive pas systématiquement. Ouais. Mais ça marche quand même d'une part, et on arrive quasiment à l'anesthésier. Alors ça dure pas pendant un cycle de crise d'une part, mais voilà, moi j'ai 54 ans et je
je bénis le ciel, si je puis dire, chaque matin quand je vais bien, et puis j'essaie de faire ce que je peux, et je pratique des activités. Je sors, je fais du sport, je pratique des arts martiaux. La semaine dernière, j'ai par exemple participé à un stage d'une semaine, donc qui est quand même physique, même si on essaye de se préserver, parfois on essaye un petit peu de mesurer les efforts qu'on veut bien fournir. Et donc on vit quand même avec ça d'une part, mais ça ne m'empêche pas. Et j'ai rencontré aussi personnellement, je suis séparé, j'ai rencontré une personne, on est resté très longtemps ensemble, enfin très longtemps, suffisamment longtemps pour que j'ai aujourd'hui encore beaucoup de sentiments pour elle, alors que nous sommes séparés depuis peu, depuis 1 mois et demi à peu près. Mais par contre, c'est vrai que c'est délicat peut-être lorsqu'on rencontre une personne de se dévoiler, de dire ben voilà, moi j'ai un problème, j'ai une pathologie, et donc je pense eu peut-être le tort de l'avoir caché. Et en fait, quand on le cache, le problème, c'est que chaque jour qu'il fait, il est plus difficile de ensuite expliquer, quoi. Mais bien sûr. De toute façon, ensuite, la question a été forcément abordée. Il y avait un moment, un jour ou l'autre, je me disais un jour ou l'autre, de toute façon, j'y serais confronté. Et ce jour-là est arrivé, mais comme c'était une personne, je dis c'était parce qu'on n'est plus dans la relation, très intelligente, forcément, donc ça n'a eu aucune espèce de conséquence par rapport à ça, quoi. D'une part, même si nous, on a l'impression, enfin nous, si j'avais eu l'impression peut-être que ça pouvait choquer ou voilà, gêner, les gens peuvent aussi avoir comment dire, le désir de rencontrer des gens qui sont entre guillemets normaux. Je dis pas que je suis mais vous êtes normal, anormal. Hein oui, absolument, oui, mais je me considère complètement comme normal, sauf que j'ai avec moi à balader des valises qui parfois sont encombrantes, mais bon, ben, je les emmène avec moi et puis je fais mon chemin, et chaque matin, qu'il pleuve, qu'il vente, ben voilà, je prends le temps comme il est, hein, et c'était ce que je voulais lui dire essentiellement, quoi. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un beau message d'espoir que vous délivrez. Et puis d'ailleurs, Robert Détampes est d'accord avec moi parce qu'il dit « Belle leçon de vie, Enzo, j'aime votre optimisme ». Bon, voilà. Bah, écoutez, donc je vous remercie de nous avoir appelés parce que Olivier est en demande ce soir et puis nous sommes tous là pour l'aider. Voilà. Merci Enzo, au revoir. Bien. Merci, bonsoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Cet été sur Europe 1, revivez la grande tradition du feuilleton radiophonique avec La Malédiction des 3 Corbeaux. Avec son casting prestigieux, son écriture rocambolesque et son incroyable mise en onde, La Malédiction des 3 Corbeaux vous donnera joie, frisson, rire et suspense. Laurent Ruquier et toute sa bande, ainsi que vos présentateurs préférés, sont à l'affiche de votre feuilleton radiophonique de l'été, La Malédiction des 3 Corbeaux. Tout l'été à 11h20 et 17h50 sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Je vous remercie les uns et les autres pour vos témoignages de soutien. N'hésitez pas, nous sommes là, nous les répercutons. Et puis tout de suite, maintenant, nous allons continuer avec Alexandre. Bonsoir Alexandre. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Merci de nous appeler. Je suis un peu ému. Oui, ça fait toujours cet effet-là au début et puis après on oublie. Vous vous laissez aller, vous oubliez. Vous êtes au téléphone avec moi et vous ne pensez à rien d'autre. Voilà. D'accord, on va faire comme ça. Oui. Alors, je suis un jeune homme de 24 ans. Oui. Qui a eu un accident étant nourrisson. Oui. Oh là là. À 11 mois. Oui. Ayant pris un fer à repasser sur le visage. Oh mon Dieu. Et avec des séquelles un peu partout, que ce soit sur le visage, sur le torse ou sur les bras.
D'accord. Et si vous voulez, j'ai énormément de mal à me construire en tant qu'homme. Oui. Parce que le regard des autres est très blessant. Oui. Et que même pour la moindre chose, c'est des regards toujours suspects ou malveillants. Donc c'est très difficile, même par exemple pour chercher un travail. On vous fait remarquer que vous êtes différent. Oui. Mais ça commence bien plus jeune déjà à l'école où on ne se gêne pas pour vous rappeler que vous êtes différent. Donc vous avez dû beaucoup souffrir parce que les enfants sont cruels là. Disons que c'est un combat quotidien, quoi. Il faut être courageux et en même temps il y a un déficit de confiance, d'estime de soi qui est très prégnant, quoi. Oui, tout à fait. Alors malgré tout, vous avez fait des études, Alexandre ? J'ai une scolarité assez médiocre, on va dire. Oui. J'étais pas très motivé. Comment dire ? J'étais pas très motivé par l'école. Oui. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà je me sentais mal. J'avais un mal-être à l'école même. Moi. Oui, bien sûr. J'avais l'impression d'être très différente des autres. Oui. Par de ce que j'avais vécu, de par aussi le divorce de mes parents. Ah. Parce qu'il y avait très peu à cette époque de gens, d'enfants divorcés. Oui. Donc ça rajoute. Mais vous êtes jeune, hein, vous avez 24 ans. Déjà, il y a 25 ans, on divorçait à l'époque. Mais dans ma classe, on n'avait pas. Hein, j'étais le seul. Hein. Oui. Donc déjà, ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions hasardeuses. Vous avez pensé que c'était à cause de vous ? J'ai toujours pensé, c'est que les questions qu'on me posait, elles étaient jamais anodines. C'est-à-dire, je pensais pendant un moment que ça pouvait être de la bienveillance, et après, dans bon nombre de cas, c'était une manière détournée de vous affaiblir davantage. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que vous l'avez perçu. Oui. Oui. C'est ma perception, oui. Ouais. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que parce que vous avez des difficultés, et on le comprend, à vivre au quotidien avec, si je comprends bien, une partie du visage altéré, est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre perception et que malgré tout, les autres ne sont pas aussi malveillants ? Est-ce que il n'y a pas une part d'interprétation là-dedans ? Attention, je ne dis pas. Parce que vous savez, bon, effectivement, quand on est différent, comme vous dites, on suscite le regard, mais il arrive aussi que on suscite la gêne parce que les gens ont du mal à affronter la douleur que vous pouvez vivre au quotidien. Et quand on est gêné, on est quelquefois très démuni et donc très maladroit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a plus de maladresse que de malveillance et que ce que vous prenez en fait pour une forme de rejet, c'est tout simplement une gêne ? En fait, ça dépend, parce que quand c'est des personnes qui ont mon âge, je le prends en fait comme si c'était des gens bêtes, ignorants. Oui, tout à fait. Mais quand c'est des personnes qui sont plus âgées, qui ont 40, 50 ans, c'est là en fait que c'est le plus blessant, quoi. Oui, parce que vous dites qu'est-ce qu'elles ont appris de la vie. Surtout quand c'est des femmes, quoi, qui ont 40 ans et qui disent des choses que je n'ose même pas dire, quoi, devant vous, quoi. Donc, à la radio. Bien sûr. C'est difficile. C'est difficile. Pour ça, je me suis dit, est-ce que ces femmes-là, elles ont des enfants pour comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, quoi. Alors, est-ce que malgré tout, vous avez une activité, Alexandre ?
Alors, je suis actuellement au chômage, mais je vais bientôt reprendre une activité. Oui. Laquelle? Dans un établissement à Paris que je peux pas citer parce que bon, déjà on en pour parler et puis bon, c'était pas forcément le moment, on va dire. Oui. D'accord. Et donc, vous avez déjà travaillé, là vous êtes au chômage, mais est-ce que vous avez déjà exercé une activité? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai déjà exercé. Qu'est-ce que vous avez fait? Je travaillais dans un cabinet d'avocats à Paris. Oui, ça vous plaisait? Ça me plaisait, oui. Et vous avez arrêté pour quelles raisons? Alors, c'était pour des raisons qui me dépassent. Hein. C'était le président de la République qui avait décidé, pour des raisons économiques, de supprimer une profession D'accord. Qui allait devenir, c'est-à-dire c'était des avoués qui allaient devenir des avocats. D'accord. D'accord. Et donc, depuis, vous êtes au chômage? Et donc, depuis, je suis au chômage. Quelle formation avez-vous? Je n'ai pas de bagage, c'est-à-dire j'ai pas de diplôme. C'est-à-dire je suis sorti de l'école en n'ayant aucun diplôme. D'accord. Vous vivez seul, Alexandre? Je suis célibataire, oui, mais je vis pas seul. Je vis avec ma mère. Oui. Qui est justement malade aussi, enfin qui a un cancer. Oui. Ce qui aussi est très difficile à vivre. Oui, vous vous occupez d'elle? Dans la construction. Oui. Mais j'ai l'impression que vous avez des difficultés. Est-ce que, pardon de vous poser cette question, mais est-ce que vous avez déjà consulté? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui parler des difficultés que vous rencontrez? J'ai voulu plusieurs fois sans jamais réellement franchir, on va dire, la porte, on va dire. Alors, vous parliez tout à l'heure de construction. Vous savez, je crois que vous auriez tout intérêt à vous faire aider par quelqu'un de professionnel, parce que c'est ce qui vous aiderait précisément à vous construire, à prendre confiance en vous, à accepter les regards des uns des autres, quels qu'ils soient, à décider que pour vous la vie est ainsi et que quoi qu'il en soit, vous allez néanmoins la vivre. Et que vous allez la vivre du mieux que vous pouvez. Parce que vous y avez droit. Et parce qu'il n'est pas question de laisser les autres vous la pourrir. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien que vous voyiez quelqu'un. Mais c'est souvent la question que je me pose, quoi. Je me dis... Alors, ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau, hein. Il faut une certaine assiduité, ça prend un peu de temps, on va dire quelques mois. Mais je crois que dans votre cas, vous pourriez en retirer le plus grand bénéfice. D'abord parce que vous ne seriez pas seul à porter tout ça. J'ai bien entendu que vous viviez avec votre maman, mais elle-même, en ce moment, elle est malade, donc elle ne peut peut-être pas vous apporter toute la force dont vous avez besoin. En revanche, vous avez besoin de soutien, Alexandre. Hein. C'est difficile de vivre ça tout seul. Oui, j'ai toujours eu l'idée, si vous voulez, qu'au bout d'un moment, j'arriverai à m'accepter. Oui. Et puis le temps passe. Mais on peut vous aider, Justement, le temps passe. Le temps passe et il n'est jamais trop tard pour commencer et il est temps de commencer. Je reçois plein de petits SMS à votre attention, Alexandre. D'abord, le premier, vous dites ne pas avoir fait d'études, mais cependant, vous avez une analyse très fine. Et puis un autre encore de la part de Catherine qui dit ce jeune homme est peut-être différent, mais il est aussi et surtout par la qualité de son expression verbale. Et c'est vrai que vous avez des mots qui touchent, qui vont droit au cœur. Et on a très envie de vous aider. Alors écoutez-moi, c'est difficile, je sais, peut-être que c'est le premier pas qui coûte, mais si vous pouviez trouver quelqu'un qui puisse vous écouter, et vous écouter pendant un certain temps, et surtout quelqu'un à qui vous puissiez parler, expliquer ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, ce que vous avez vécu tout au long de la semaine, au quotidien, comment vous l'avez perçu, je crois que c'est quelqu'un qui pourrait vous réconcilier
avec vous-même et puis vous apporter ce souffle dont vous avez besoin, parce que malgré tout ce que vous dites, je sens un grand désir de vivre, un appétit. Et en fait, ce dont vous me faites part là tout de suite, c'est tout simplement, vous avez l'impression d'en être privé. En quelque sorte, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de pas vivre la vie que je devrais, quoi, tout simplement. Ouais. Celle d'un garçon qui a 24 ans et qui voudrait être comme les autres. Oui, et puis vous pourriez avoir des amis, vous pourriez avoir des copains, vous pourriez faire des choses. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure à un autre auditeur, je crois que c'était Olivier, il y a des associations, il y a des gens qui peuvent aussi vous aider à prendre soin de vous et à faire en sorte que vous aussi, vous puissiez être à même d'aller vers l'extérieur sans craindre le regard des autres. Et c'est vrai que le regard des autres est peut-être quelquefois difficile à soutenir, mais il y a aussi, et ne l'oubliez pas, toujours, une part d'interprétation personnelle. Et peut-être que votre grille de lecture n'est pas toujours la bonne. Oui, peut-être parfois j'exagère, mais... Non, je ne dis pas que vous exagérez. Peut-être que 50% du temps vous avez raison, et puis il y a 50% aussi où vous vous trompez. Et puis peut-être que le fait aussi de parler et d'expliquer en disant aux autres c'est difficile pour moi, vous êtes peut-être amené à rencontrer du monde. Je crois que si vous arriviez d'une certaine manière à casser la première barrière que vous imposez et à parler tout simplement de ce qui vous arrive, ça serait beaucoup plus simple pour vous. Alors d'ailleurs, un SMS de la part de Sandrine qui dit « J'aimerais rentrer en contact avec Alexandre. Merci de lui donner mon mail. » Donc on va vous donner les coordonnées de Sandrine hors antenne. Oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je suis contente que vous nous ayez appelé. Vous avez eu raison de le faire. Je ne voudrais pas du tout que vous perdiez espoir. Moi, ma première suggestion, Alexandre, c'est que vous vous fassiez aider. Et ensuite, les choses seraient plus faciles. Voilà, mais je vous remercie de votre appel en tout cas. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté et tous les auditeurs. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Vos confidences au 39 21. Alors, un petit mail à l'attention d'Alexandre. J'ai connu ça aussi et il est inutile de trop se focaliser sur le regard des autres car il est toujours faussé et conditionné. Il faut se prendre en main et éviter de se construire sur le regard des autres parce que c'est vous qui, à force, accentuez cette impression négative. Voilà, c'était pour vous Alexandre et tout comme Olivier, je vais vous répercuter au fur et à mesure de notre émission ce qui arrive à votre attention. Et puis, une réaction encore pour Olivier, un mail. Le témoignage d'Olivier est terriblement émouvant. Olivier est lucide, clairvoyant. Il a beaucoup de choses à donner. Sa souffrance l'entraîne dans la spirale infernale, souffrance morale, souffrance physique, somatisation et puis souffrance morale à nouveau. Le seul fait d'avoir été écouté, compris, sa voix avait déjà repris de la lumière. Oui, la paix du cœur viendra par les autres, celles qui pourront lui redonner confiance en lui et amitié. Voilà, donc vous voyez Olivier, ce soir, on ne vous lâche pas. Et puis tout de suite, nous allons continuer avec Marie-Jeanne. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Et je voulais réagir à la communication téléphonique d'Olivier parce que j'ai la même maladie que lui. Oui. J'ai 75 ans, ça fait des années que je vis avec mon vieux Crohn. Ouais. C'est un bougon, hein. C'est pas un homme facile, je le sais bien.
Mais je voudrais d'abord faire un tout petit peu de pédagogie, si vous me le permettez. Mais je vous en prie, on est là pour ça. La maladie de Crohn, c'est une maladie du système digestif qui est très souvent provoquée par un traumatisme dans l'enfance. Moi, tous les gens que je connais, nous payons quelque chose qu'on n'a pas digéré, parce que quand on dit « j'arrive pas à digérer ça », c'est extrêmement parlant. Oui, tout à fait. Et il y a un fort impact psychologique, et il me semble qu'il ne prend pas sa maladie du bon bout. Il faut voir le verre à demi plein, si je puis dire. Tout à fait. Donc, moi, j'appartiens à la même association qui ne lui a pas rendu service. Oui. Et moi, à l'inverse, c'est vraiment pour moi une véritable béquille, parce que on est entre gens qui ont les mêmes appréhensions au repas, les mêmes douleurs, la même épée de Damoclès sur nous. Et justement, sachant ça, on n'en parle pas et on fait autre chose. Moi, à l'association à laquelle j'appartiens, on fait des pique-niques, on marche en montagne, on se réunit autour d'un thé. Ah bah c'est sympathique ça. Oui, mais alors je ne sais pas dans quelle région il est, mais chez moi, dans ma région, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ah bah, vous avez de la chance. Sans avoir besoin de dire, ah oui, mais ça, je ne sais pas si ça va passer, j'appréhende, je ne sais pas, c'est relativement facile, quoi. Et bon, tout ça pour dire que le psychologique a un très fort impact sur cette maladie. Sur son déclenchement d'abord et sur sa façon de le gérer. Moi, j'ai toujours réussi, il y a plus de 35 ans que je suis malade, à éviter l'opération, si vous voulez. Oui, lui a été opéré. Mais attention, il faut bien voir aussi... Évidemment, on fragilise. Il faut bien voir aussi, Marie-Jeanne, et il l'a dit, Olivier, ça n'est pas sa seule pathologie. Oui, il est malade depuis l'âge de 15 ans. C'est pas la seule mienne non plus. Oui, d'accord, d'accord. C'est pas la seule mienne. Mais j'ai 75 ans et tout ce qui va avec. Moi, je me suis beaucoup recentrée sur ma famille. J'ai 3 filles formidables, 5 petits-enfants. Donc, je suis pas en quête, si vous voulez, d'un rapport particulier avec... Oui, mais alors Marie-Jeanne, ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire donc que vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez eu, en tout cas, absolument, je ne sais pas, un mari ou en tout cas un homme dans votre vie, et vous avez fait des enfants. Voilà. Alors je crois que j'ai fait, puis ensuite j'ai divorcé, et puis j'ai rencontré par la suite, alors que j'étais déjà malade, l'homme qui a ensoleillé ma vie et qui est mort accidentellement en 97, et que depuis je n'ai pas recherché à refaire. Pour moi, c'était l'homme idéal et rien ne pourrait arriver à sa cheville. Donc, j'ai tiré un trait sur ça, mais volontairement. J'ai pas de regrets non plus. J'ai une famille. Mais moi, je voudrais dire à Olivier que il faut. Moi, personnellement, quand je parle de ma maladie, je dis le vieux Crohn, il marche derrière moi. Ouais, c'est ça. Il vous accompagne. Il m'accompagne, mais il est derrière. Ouais. Il ne me bouge pas la vue devant. Voilà, mais c'est important. C'est en tout cas ce qui m'intéresse moi, et c'est le message à transmettre à Olivier, c'est que vous avez eu une vie. Voilà. Absolument. Vous avez eu une vie, et de ce que je comprends. Rien n'empêche d'avoir la sienne, parce que voilà, et moi, de ce que je comprends, bien remplie. Je pense aux adhérentes qui sont près de moi dans l'association qui ne lui a pas convenu. J'en vois une foule qui pourrait s'intéresser à lui, parce qu'il a du charme. Bah oui, quand on l'entend parler, effectivement, il a une belle voix et il est très émouvant. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, écoutez, Marie-Jeanne, je vous remercie de votre témoignage parce que, au fond, c'est un beau message d'optimisme que vous lui adressez, et je pense que ça part aussi. Voilà. Merci de votre appel. N'hésitez pas à nous rappeler surtout. Oui, avec plaisir. Et bonne fin de soirée. Merci à vous. Au revoir.
Alors, pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bien, alors Marie-Jeanne nous disait que quelquefois la maladie de Crohn peut être due à la cause, son origine pourrait être due à un trauma dans l'enfance. Ça n'est pas toujours le cas, c'est aussi tout simplement une pathologie avec toute l'injustice que cela comporte. Tout de suite, nous allons accueillir Sylvette. Bonsoir Sylvette. Bonsoir. Vous êtes avec moi et je vous écoute. Oui, écoutez, moi Vous souhaitiez réagir, je crois, au témoignage de Lydia tout à l'heure, avec qui nous avons démarré cette émission. Voilà. Pour les auditeurs qui nous prendraient en route, je rappelle un tout petit peu ce que nous disait Lydia, à savoir qu'elle a été confrontée à la maladie de sa petite fille. Sa petite avait une première fois 11 ans quand on a détecté en fait une tumeur à la jambe. Elle a subi un traitement qui a duré 18 mois. C'était en 2008 et puis en 2011 rechute à laquelle personne n'était préparé. Et Lydia nous appelait en fait pour nous dire les difficultés qu'elle rencontrait aujourd'hui, elle, à avancer dans la vie alors que sa fille était sortie d'affaires. Oui, mais ça c'est le problème de toutes les mamans. Oui. Vous avez eu un enfant malade. Oui, ça a été votre cas, Sylvette ? Oui. Nous avons eu un fils qui a fait une leucémie aiguë. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone ? Oui, j'ai un portable aussi. Ah, d'accord. Oui, notre fils a fait une leucémie aiguë foudroyante en 2000. Oui. Et il a été soigné pendant un an, pratiquement, en stérile, 3 gros traitements de chimio en stérile, et ça a été le coup de massue sur la tête. Bien sûr. Ça, c'est terrible. Pour une mère, alors on s'écroule, mais on s'écroule pas longtemps. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On s'écroule 2 heures, on pleure 2 heures, on crie pendant 2 heures, et après, on se dit, il faut être là, il faut toujours être là, et ben on est toujours là. Oui. Toujours à côté de l'enfant, toujours, voilà. Mais alors, ce qui m'intéresse, moi, Sylvette, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour surmonter ça ensuite ? Comment vous vous y êtes prise ? Tout simplement, en vivant. En vivant. Tout simplement. Ouais. Voilà. En vivant, en regardant mon fils revenir à la vie. Oui. En le regardant tomber amoureux. Oui. En le regardant le jour de son mariage, ça a été magnifique. Oui. Et puis la vie continue. Oui. La vie continue. Et puis après, on a la chance d'avoir 2 magnifiques petits-enfants. Ah, c'est formidable ça. Vous auriez dû commencer tout de suite par nous dire ça. Oui, on a une petite princesse qui a 3 ans bientôt, et un petit kiki qui a 4 mois. 4 mois. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Lydia ? Il faut qu'elle s'accroche. Oui. Parce que la vie vaut le coup. Voilà. Et puis que de beaux moments l'attendent. Voilà. Le jour où elle verra sa fille heureuse, où elle verra sa fille chanter, ou voilà. Je pense qu'elle va bien, la petite, donc et qu'elle fasse très attention à elle. Oui. Parce que moi, je suis tombée malade après. Ah, d'accord. Ouais. Mais j'ai développé un cancer 3 ans après. Oui, à votre tour. Ah oui. Mais ça, c'est le truc. Le cancérologue explique que les mamans, on fabrique un stress énorme pendant la maladie de notre enfant. Ouais. Et quand tout est fini, en bien ou en mal, parce que malheureusement, il y en a qui partent, tout retombe, tout relâche. Et après, on a l'horloge biologique qui tourne de l'autre côté.
D'accord, mais enfin bon, ça n'est pas du tout systématique. Non. Voilà, ça peut arriver, voilà, malheureusement, ça vous est arrivé, mais ça n'est pas systématique, on est bien d'accord. Non, mais ça arrive très souvent quand même. Donc il faut faire très attention. On peut développer autre chose, on peut ne rien développer du tout. Oui. Mais il faut que les mamans, après, fassent très attention. Prennent soin d'elles, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, voilà. Je vous remercie en tout cas de votre intervention. C'est très gentil. C'est très gentil à vous. Et puis j'imagine que Lydia a continué de nous écouter et qu'elle prendra ce témoignage en tout cas parce que vous avez partagé les mêmes difficultés, les mêmes douleurs. Et puis. Voilà, mais c'est vrai que c'est très très dur. C'est dur. Et j'écoutais le jeune monsieur qui disait que le regard des autres me dérangeait beaucoup. Oui. Moi, je me rappelle du regard des autres envers mon fils. Il n'avait plus de cheveux, qui était maigre, comme c'est pas possible, tout voûté et tout. Et ça m'a fait très très mal. Oui. Ça fait très mal. Même avec, j'ose pas le dire, mais je le dis quand même avec la famille, souvent. Bien sûr. Bien sûr. On ressent. Difficile de se blinder, hein. Totalement, oui, totalement. Mais par contre. Mais vous êtes forte. Vous êtes forte. Oui. Ça s'entend dans votre voix. On a essayé d'être fort. Oui. On a essayé. Et puis maintenant, on est récompensé parce que c'est un vrai rayon de soleil, ce gamin. Maintenant, il est tellement heureux d'avoir 2 petits bouts de chou. Et puis les jours comptent double. Oh là là. C'est quelque chose d'incroyable. Mais par contre, je lui fais un gros bisou. Bien, c'est gentil. Voilà. Merci. Je pense à elle et puis voilà. Merci de votre appel. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Monique maintenant avec nous. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir Caroline. Alors vous souhaitiez réagir au témoignage d'Alexandre, je crois. Oui, tout à fait. Qui m'a touchée parce un jeune homme qui a une belle, comme on l'a dit, un beau niveau de langage. Oui. Il s'exprime avec délicatesse et qui est très gêné, qui a été très malheureux par un handicap lié à un accident dans son enfance. Tout à fait. Et qui a marqué son visage en particulier. Et le visage est avec quoi on se montre aux autres. C'est exact. Et j'ai tout de suite pensé, alors je suis gênée parce que je ne connais le nom de ce savant ne me revient plus. Oui. Je ne trouve pas. Qui était lui-même savant, chercheur scientifique, et c'était un humaniste qui parlait avec une voix un peu cassée. Il parlait souvent sur France Info, sur France Inter ou France Info ou France Culture. Oui. Et il est mort récemment. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Non, pas du tout, mais on pourra. Et cet homme avait une figure étonnante, et je l'écoutais parce que je l'aimais beaucoup. Et je me demandais comment il pouvait avoir une pareille figure. Et un jour, il a expliqué qu'effectivement, dans son enfance, il avait, 6-7 ans, il avait eu avec son papa un grave accident dans lequel son frère était mort et lui avait survécu avec ce visage déformé. Et ça ne l'a pas empêché de s'imposer quelque part. Oui, de prendre une revanche. C'était pas, quand il en parlait, c'était pas une revanche. Mais c'était plutôt une espèce de naturel. Alors moi, je peux en parler, je me permets de donner un petit conseil à Alexandre, parce que moi-même, j'ai été handicapée à 16 ans, j'ai eu la polio, à une époque où ça... Oh là là. Et donc, j'ai passé toute ma vie comme ça. D'accord. Et donc, j'ai travaillé. Et j'ai été obligée de m'imposer, si vous voulez, mais s'imposer, ça veut dire estimer qu'on a, autant que les autres, le droit d'être là. Tout à fait. Et se dire, c'est pas la peine de mépriser les autres pour leur jugement parce que ils sont comme ils sont, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas. Mais par contre, c'est sur soi qu'il faut. C'est pour ça que vous avez, j'ai entendu, vous avez bien raison de lui indiquer d'essayer de se faire aider. C'est l'auto-estime de lui qu'il développe. Tout à fait. Et cet homme, donc ce savant, disait que quand il faisait ses études, lui, parce qu'il était d'un milieu où il avait pu faire des études,
Et donc, il faisait le pitre, il faisait beaucoup de bruit, il avait beaucoup d'humour, une facilité d'élocution, qu'a d'ailleurs Alexandre. Hein. Oui, exactement. Et qu'un jour, il avait rencontré sa femme et il disait, c'est la seule qui ne se soit pas laissée impressionner par mes pitreries. Elle m'a dit, moi, tu ne m'auras pas. Ah. Et ils sont restés mariés toute leur vie. C'est une très très belle histoire. Et c'est un homme remarquable avec du cœur, un humanisme extraordinaire. Est-ce que je trouve que pour Alexandre, c'est quelque part, je suis désolée de ne pas connaître le nom parce qu'il aurait pu chercher, mais c'est quelque part la preuve qu'il peut trouver sa place et qu'il a le droit de trouver sa place. Tout à fait, Monique. Est-ce que vous pensez que la maladie renforce ? Alors... parce qu'elle affaiblit, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'elle renforce ? Je vous ferai presque un cours là-dessus, mais c'est très très long. Il y a un écueil à éviter, c'est de dire que forcément on devient fort parce qu'on est malade. C'est plutôt que pour survivre dans la maladie, on est obligé quelque part de devenir fort. Exactement. Et Alexandre, il est limite, enfin moi je l'ai senti comme ça, il est limite, il a les forces en lui, mais il n'est pas tombé dans les circonstances qui lui ont permis jusqu'ici de vraiment les développer. Oui. Peut-être qu'il avait des parents qui étaient eux-mêmes gênés par le regard fragilisés. Hein, et le regard des autres, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut dire. Tout à fait. Et quand j'ai eu 30 ans, parce que moi j'étais enseignante en plus, j'étais donc devant les élèves. Mais ça s'est passé magnifiquement. Hein, oui. Parce que j'aimais les élèves et ils m'ont aimé, hein, pas de problème. Forcément. Donc, je me suis dit à 30 ans, pour mes collègues, ils sont aussi gênés, ils ne savent pas comment se comporter en face de moi qui marche avec deux cannes. Donc, c'est à moi d'aller vers eux. Oui. Et je suis allée vers eux et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'expliquais toujours en début d'année, puisque j'étais en enseignement secondaire, donc les élèves changeaient. Hein. Bien sûr. Donc j'expliquais toujours, j'ai eu la polio, j'avais 16 ans, j'ai couru comme vous avant, je connais, hein, vous n'allez pas me faire. Et donc ça brisait la glace, c'était pas un secret, c'était pas... Tout à fait, en parler, c'est ce que je disais tout à l'heure Alexandre, en parler, dire des mots, les poser en avant, permet justement de casser le premier mur de la gêne. Tout à fait, et moi quand j'ai appris que ce savant, parce que moi je faisais comme tout le monde, je me disais mais comment peut-il avoir cette tête-là? Qu'est-ce qu'il lui... Je pensais même pas qu'il avait eu un accident. Je pensais que ses parents l'avaient mis au monde comme ça. Et quand j'ai appris qu'il avait un accident, j'ai trouvé que effectivement, d'abord ça explique son faciès, hein. Et deuxièmement, ça montre le courage qu'il a eu quand même. Monique, pardon de vous interrompre parce que ce que vous nous dites est très intéressant et j'aimerais qu'on vous retrouve au cours d'une prochaine émission. Mais là, tout de suite, notre émission s'achève et je vais être obligée de vous quitter. Merci en tout cas pour votre appel et merci de votre sollicitude. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 1h, les infos avec Anne-Sophie Balbir.